Dans les années 80, la NBA n'est pas la ligue qu'on connaît aujourd'hui. Au sortir des années 70, elle donne l'image d'une ligue violente, gangrénée par la drogue, et certains commentateurs en profitent malheureusement pour la qualifier de trop noire pour plaire au grand public. Mais deux visages vont changer la donne. Magic Johnson d'un côté et Larry Bird de l'autre. Deux joueurs qui pouvaient représenter chaque facette des USA. Un Lakers, un Celtics. Un meneur flashy, un ailier efficace. Une superstar à Hollywood, un besogneux de l'Indiana. Mais aussi un noir et un blanc. Au point que certains ont voulu imposer Bird comme le visage que la NBA devait montrer au monde. Ils l'ont même appelé The Great White Hope, le grand espoir blanc, un rôle que Larry Bird n'a jamais voulu jouer. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans Mémoire de Ballers, le podcast qui vous raconte, saga après saga, équipe après équipe, les légendes méconnues du basket NBA dans des récits qu'on ne vous a pas encore racontés. Je suis Winston, et voici le 3e épisode de notre Boston Celtics saga. Après avoir parlé de l'échange de propriété entre les Celtics et les Braves des années 70, on continue sur les années 80 avec Larry Bird évidemment, mais plutôt que de parler de son impact à Boston, on va parler de ce que certaines personnes ont projeté dans le personnage de Larry Bird, principalement par rapport à sa couleur de peau. Avant d'aller plus loin, revenons sur les années 70 qui ont donné à la NBA une mauvaise réputation. La ligue est gangrénée par des affaires de drogue, et ça dans toutes les franchises. Une étude du Los Angeles Times estime qu'entre 40 et 75% des joueurs NBA consomment de la cocaïne, et un peu partout des joueurs sont rattrapés. Marvin Barnes à Boston, John Drew à Atlanta, Bernard King à Utah ou Spencer Haywood à Los Angeles. Et puis, la NBA est également vue comme une ligue violente, où les bagarres ont lieu tous les soirs, au point qu'il devient impensable de montrer ce spectacle aux enfants. L'exemple le plus frappant, entre guillemets, est bien sûr The Punch, ce violent coup de poing de Kermit Washington à Rudy Tomjanovich lors d'un Lakers Rockets de 1977 qui laissera Tomjanovich avec une fracture du crâne, de la mâchoire, ainsi qu'un écoulement du liquide céphalo-rachidien. Tout ça ne contribue absolument pas à la popularité de la NBA, qui n'existe pas, médiatiquement parlant, face aux autres ligues de sport que sont la NFL et la MLB. Et malheureusement, certaines voix vont mettre ça sur des questions de couleur de peau. À la fin des années 70, il y a environ 65% des joueurs NBA qui sont afro-américains. C'est une vraie évolution par rapport aux années 60, où la NBA était majoritairement blanche. Et pour l'Amérique raciste de l'époque, c'est ce critère, simplement, qui explique les problèmes de drogue et de violence. En fait, dans un pays où les tensions raciales sont très fortes, les Noirs sont fréquemment accusés d'être les principaux consommateurs de cocaïne et ceux qui apportent de la violence. En NBA, ça va même plus loin, avec par exemple le changement de jeu, avec un nouveau style de basket plus créatif, aérien, agressif, flashy, directement importé des playgrounds par des joueurs comme Julius Erving par exemple. Eh bien, il est vu par les traditionalistes blancs comme le déclin d'un jeu qui était à l'époque, sous-entendu l'époque où il était joué par des blancs, plus disciplinés, basés sur le collectif, les fondamentaux, etc. Bref, la NBA et les critiques qu'elle pouvait recevoir n'étaient en fait qu'un reflet de l'Amérique de l'époque. Le Civil Rights Act, signé en 1968 après les émeutes survenues suite à l'assassinat de Martin Luther King, est censé mettre fin aux discriminations fondées sur la race, la religion ou l'origine ethnique. Mais dans les faits, des secteurs importants comme l'accès à l'école, le logement ou l'emploi continuent d'être marqués par la ségrégation, avec une séparation des familles blanches qui cherchent à vivre entre elles, à avoir des écoles exclusives ou à priver les Afro-Américains de l'accès aux soins. Et en NBA, c'est pareil. Les Blancs voudraient une star qui leur ressemble, un joueur qu'ils pourraient aimer, celui qui ferait la fierté de la race, idéalement en étant plus fort que les Noirs, pourquoi pas. Et c'est dans ce contexte que Larry Bird, gamin de French Lick dans l'Indiana, fait parler de lui en 1978. En 1978, Larry Bird a gagné la médaille d'or au championnat du monde universitaire face à l'URSS et a mené sa petite fac de Indiana State à un bilan de 23 victoires pour 9 défaites. Bird est déjà le meilleur joueur de l'histoire d'Indiana State, tout simplement parce que sa fac est trop petite pour son immense talent. Initialement, en 1974, quand il arrive en NCAA, Bird s'inscrit dans la grande fac d'Indiana, les Hoosiers, coachés par le légendaire Bob Knight, la fac d'Asiah Thomas ou de White Bellamy.
Mais à peine un mois après son arrivée sur le campus, Bird quitte l'université. Trop énorme pour lui, qui vient du petit village de French Lick, trop coûteux pour sa famille modeste au point que Bird soit directement allé bosser après son départ de la fac, et tout simplement pas à l'aise avec le tempérament autoritaire et explosif de Bob Knight. Et finalement, c'est à Indiana State, plus proche de lui et de ses valeurs, plus petit, que Bird va pouvoir devenir le joueur qu'on connaît. Et en 1978, Bird a donc fait une année quasi blanche avec Indiana et 2 années avec Indiana State. Sa promotion 74 d'Indiana ayant obtenu son diplôme, Bird est donc éligible à la draft. Mais il est très clair. Il retournera à Indiana State la saison suivante pour finir son cursus. Les Pacers, titulaires du premier choix de la draft et très impatients de drafter l'enfant du pays, décident immédiatement de lâcher leur premier pick et l'envoient à Portland contre le meneur Johnny David et le 3e choix de cette même draft. Parce qu'il se trouve qu'à l'époque, les franchises négociaient avec leurs rookies le montant de leur contrat et une équipe qui drafte Bird doit s'entendre avec lui avant la draft suivante, sinon le joueur peut se représenter à la prochaine draft. Indiana ne prend pas le risque, Portland non plus, les Pacers de nouveau en 3e position non, et il faut donc attendre le pick 6 et les Boston Celtics pour que le nom de Larry Bird soit enfin appelé. Encore une fois, Bird est trop fort pour cette position 6. Il est le numéro 1 naturel de la draft, mais c'est sa situation qui le relègue si bas. Red Auerbach de Boston accepte de prendre le risque et pendant toute la saison 78-79, il négocie avec les agents de Larry Bird pour trouver une solution. Red Auerbach ne veut pas aller au-delà des $400 000 à l'année, le salaire de Dave Cowens, le Celtic le mieux payé, mais l'agent de Bird, Bob Wolf, menace d'inscrire Bird à la draft 79 et de recommencer tout le processus. Red Auerbach cède finalement en avril 1979 et offre $650 000 par saison à Larry Bird, ce qui constitue alors le plus gros contrat de l'histoire pour un rookie. Pendant ce temps-là, pour sa dernière saison NCAA, Larry Bird fait des merveilles et mène sa toute petite fac d'Indiana State jusqu'au tournoi final NCAA que la fac n'avait jamais jusqu'alors disputé. Invaincus de toute la saison, les Sycamores éliminent Virginia Tech, Oklahoma et Arkansas et se qualifient pour le Final Four, quelque chose d'inespéré pour eux. Et en battant DePaul 76-74 à la surprise générale, ils se qualifient en finale où les attendent le Michigan State d'un certain Magic Johnson. Et ce match, vous en avez forcément entendu parler. Il s'agit de l'un des matchs les plus importants du basket tout court. Le match le plus regardé de l'histoire du basket universitaire américain, avec un pic à plus de 35 millions de téléspectateurs. En fait, tous les Américains se passionnent pour cette rencontre et chacun a un avis. Plutôt Magic pour les uns, Bird pour les autres. Et en fait, c'est vraiment là que va commencer la rivalité entre les deux joueurs, sur laquelle la NBA va capitaliser ensuite pour devenir un vrai produit bankable. Bon, malheureusement pour Bird, Indiana State va se faire dominer assez franchement, 64-75, avec un Bird doublé sur chaque possession, qui s'en sortira avec 19 points et 13 rebonds, mais avec un 7 sur 21 au tir. En fait, trop isolé par l'énorme défense de Michigan. Mais bon, peu importe l'issue, le récit médiatique se met en marche, présentant Magic et Bird comme des superstars opposés, avec tous les clichés qui vont avec. Bird, qui a quitté l'université d'Indiana et qui est retourné travailler sur un camion poubelle à French Lick, sa ville natale, devient une sorte de héros populaire, alors que Magic, lui, a fait une conférence de presse au lycée pour annoncer le choix de son université, s'emmener pour la gloire et se régale à jouer avec les médias. Voilà, les portraits sont faits et la question raciale va très vite rentrer en ligne de mire. Dans Sport Illustrated, Pat Williams, general manager des Sixers, et Pete Newell, scout pour les Warriors, constatent qu'il y a si peu de joueurs blancs exceptionnels dans cette ligue qu'en fait, ça ferait de Bird immédiatement un atout. Globalement, l'idée que la NBA, ligue en difficulté, voudrait capitaliser sur un joueur blanc exceptionnel pour attirer davantage de supporters blancs fait son chemin, et Bird commence à être considéré comme The Great White Hope, le grand espoir blanc. Mais avant d'aller plus loin, revenons sur cette expression de Great White Hope. En fait, elle trouve son origine dans la boxe au début du XXe siècle. En 1908, Jack Johnson devient le premier homme noir à remporter le titre de champion du monde des poids lourds. Malheureusement,
Cette victoire de Johnson suscite une énorme hostilité chez une partie de la population blanche américaine de l'époque. Les Blancs se sentent déclassés, menacés et voient dans la perte de ce titre le risque de la fin de leur prétendue suprématie. Alors ils vont chercher à renverser la tendance, à trouver un champion qui permettrait, je cite, de redonner à la nation sa fierté masculine blanche. Voilà. Moins d'1 an plus tard, c'est l'ancien champion poids lourd invaincu James G. Jeffries qui sort de sa retraite, déclarant qu'il participe à ce combat dans le seul but de prouver qu'un blanc est meilleur qu'un noir. Alors qu'il n'a pas combattu depuis 6 ans, Jeffries est désormais vu comme celui qui peut rétablir l'honneur de la race blanche. Vous comprenez, ce combat dépasse très rapidement le cadre de la boxe. Programmé le 4 juillet 1910, jour de l'indépendance des États-Unis, ce combat est émaillé d'affrontements entre blancs et noirs et les commentaires racistes s'enchaînent. 2 jours avant le combat, l'auteur Jack London, connu pour L'Appel de la forêt ou Cro-Blanc, décrit Jeffries comme le représentant élu de la race blanche et le surnomme le grand espoir blanc. Le lendemain, le New York Times écrit que si l'homme noir, c'est ce qu'ils écrivent, si l'homme noir gagne, des milliers de ses frères ignorants interpréteront à tort sa victoire comme justifiant des revendications bien plus importantes qu'une simple égalité physique avec leurs voisins blancs. Voilà où on en est. Les 18 000 personnes présentes le jour du combat ont interdiction de consommer de l'alcool pendant le match ou d'emmener une arme à feu. Le combat du siècle peut enfin commencer, et bien que Jeffries soit le favori des bookmakers, c'est bien sûr le champion en titre Johnson qui s'impose au 15e round, environ 1 heure après le début du combat. Jeffries, qui se vantait de n'avoir jamais été mis au sol en combat, tombe 3 fois sous les coups de Johnson avant que son coach ne mette fin au combat. Et dès la fin du combat, des émeutes raciales éclatent partout à travers les États-Unis. Texas, Colorado, New York ou Washington, dans plus de 25 États et dans 25 villes au total. Les Blancs sont déçus de la défaite de leur grand espoir et se sentent même humiliés par la défaite de Jeffries, tandis qu'en face, les Noirs célèbrent la victoire de Johnson et y voient une avancée raciale. Ces émeutes tournent au drame avec de grandes foules qui se sont rassemblées en Virginie, où plus de 300 Blancs ont fouillé les rues à la recherche de Noirs, et à New York, où 11 émeutes différentes ont éclaté lorsque des Blancs ont envahi les quartiers noirs, jetant des pierres et incendiant des bâtiments. Dans les rues de Washington, une foule comptant jusqu'à 7000 personnes se sont affrontées. On note aussi des tentatives de lynchage, 2 hommes noirs battus à mort, plusieurs Blancs poignardés par des Noirs en légitime défense, et 236 personnes arrêtées par les autorités. Et si personne n'a le chiffre exact, on estime qu'entre 11 et 26 personnes ont été tuées cette nuit-là, et des centaines d'autres blessées. Le combat a continué à faire parler de lui sur la fin de l'année 1910, avec le film du combat tourné en direct et projeté presque immédiatement. Il a de suite été le film le plus visionné par le public américain, et cela pendant 5 ans consécutifs jusqu'à la sortie en 1915 du film Naissance d'une nation, un film qui retrace la guerre de sécession du point de vue sudiste, avec tous les relents racistes qui y sont associés. C'est donc à partir de ce combat que le terme de Great White Hope, de grand espoir blanc, a été introduit dans la culture américaine et qu'il est malheureusement resté. Après Jeffries, plusieurs autres boxeurs ont été associés à ce surnom, et doucement, au fil des années, les regards sont tournés vers le basket, un autre sport où la domination des Blancs commençait à disparaître. Et c'est donc l'arrivée de Larry Bird qui a permis de ressortir cette appellation de grand sauveur blanc. Les journaux sont les premiers à s'en donner à cœur joie, repris par les suprémacistes blancs qui veulent pousser celui qu'ils considèrent comme l'enfant de la campagne, de la classe ouvrière, qui a travaillé dur et mérite tout ce qu'il avait obtenu, contrairement bien sûr à Magic et aux autres joueurs noirs de la NBA, qui eux n'avaient pas besoin de travailler aussi dur puisqu'ils avaient simplement reçu leur talent. Ce récit de grand espoir blanc contribue notamment à perpétuer les stéréotypes racistes, ceux qui gravitent autour d'une prétendue éthique de travail des blancs à opposer aux dons naturels des noirs. Prenons un exemple. À son arrivée en NBA, Bird est parfois catégorisé comme un joueur lent qui ne saute pas très haut. Mais finalement, Bird aurait surmonté les entre guillemets dons que Dieu ne lui avait pas donnés pour devenir une star en NBA. Une nouvelle fois, sous-entendu, contrairement à un joueur comme Magic qui lui possédait ses dons naturels pour courir plus vite et sauter plus haut que les blancs. Ce discours raciste se propage dans toute la NBA. Ted Stepien, par exemple,
le propriétaire des Cavs, affirme que la moitié d'un roster devait être blanc, que les Blancs devaient avoir des héros blancs et que sa propre équipe des Cavs avait trop de joueurs noirs. Et dès qu'il pose un pied en NBA, Larry Bird fait face à cette réalité. Lors d'une trading camp, pour son tout premier jour, Sidney Wicks et Curtis Rowe l'attendent. Avec eux Cedric Maxwell, qui lance « Tiens, voilà le grand espoir blanc ». Mais Bird, lui, ne veut absolument pas de cette étiquette, et ce jour-là, il décide de laisser parler le terrain et de montrer à ses coéquipiers ce qu'il vaut, au-delà même de sa couleur de peau. Maxwell lui-même dira des années plus tard que Bird l'avait complètement dominé durant ce training camp, lui scorant dessus encore et encore sans qu'il ne puisse rien faire. Mais si Bird convainc rapidement ses coéquipiers des Celtics, la question du grand espoir blanc va le suivre sur toute sa première saison en NBA. Partout où il va, Bird est exagérément soutenu par les supporters adverses parce qu'il est blanc, ou au contraire, pris à partie par les fans adverses. Larry Bird en avait conscience, ayant par exemple déclaré qu'il n'était pas naïf et qu'il savait que certains fans l'aimaient encore plus à cause de sa couleur de peau. Mais encore une fois, Bird rejette cette étiquette. De son propre aveu, ses fans peuvent penser ce qu'ils veulent. Sa principale préoccupation était de s'assurer que cela ne posait jamais de problème avec ses coéquipiers. Et c'est comme ça que Bird a dirigé sa première année, menant son équipe à un bilan de 61 victoires pour 21 défaites, avec 21,3 points de moyenne à 47% de réussite au tir, 10,4 rebonds et 4,5 passes décisives par match. Larry Bird remporte le titre de Rookie de l'année, malgré la concurrence de son rival Magic Johnson, qui a également connu une saison spectaculaire, où le meneur des Lakers sera champion et MVP des finales. Heureusement, au fur et à mesure de son succès, Larry Bird va progressivement se détacher de cette étiquette de Great White Hope qu'il n'a de toute façon jamais voulu. Dans son livre de 1999, Larry Bird explique que le surnom de Grand Espoir Blanc date de sa première couverture sur Sports Illustrated, mais que lui n'y a jamais prêté attention. De temps en temps, un joueur adverse lui faisait une blague à ce sujet, mais Bird se contentait de faire disparaître ces stéréotypes une fois sur le terrain. Il y aura quand même certaines remarques de joueurs noirs qui critiquent l'attention médiatisée, selon eux disproportionnée reçue par Bird, sous-entendu grâce à sa couleur de peau. La plus célèbre vient de Dennis Rodman et d'Asiah Thomas en 1987, après le Game 7 de la finale de conférence entre les Pistons et les Celtics, perdus par les Bad Boys. Cette année-là, Larry Bird est triple MVP et triple champion NBA. Mais Dennis Rodman, qui vient de débarquer en NBA, pense autre chose et imagine que Larry Bird est surcoté dans de nombreux domaines. Juste après cette défaite, Rodman assure que Bird n'est pas le meilleur joueur de la ligue et que s'il a autant de publicité, c'est parce qu'il est blanc. Rodman répète plusieurs fois que Bird n'est pas Dieu, qu'il est juste blanc et que c'est la raison pour laquelle il est nommé MVP. Le joueur des Pistons fait par exemple un parallèle avec Magic qui selon lui n'a pas assez de crédit pour ses performances. Malheureusement, ces déclarations hasardeuses sont reprises par Asiah Thomas, la superstar des Pistons, qui soutiendra son coéquipier en disant que si Bird est un très très bon joueur, s'il était noir, ce serait juste un autre bon gars. La machine médiatique s'emballe et Rodman ainsi que Thomas vont rapidement présenter leurs excuses à Bird, qui va les accepter sans chercher à alimenter la polémique. Il y aura même une conférence de presse commune organisée avec les deux hommes, où Thomas s'excusera plusieurs fois et où Bird décidera de classer l'affaire dans un geste de très grande classe. Asiah Thomas en profitera quand même pour parler des stéréotypes que connaissent les athlètes noirs, avec leur talent qui serait un don de Dieu ou une capacité naturelle comme on l'a vu au début du podcast. Même si ce n'était ni le lieu ni l'endroit, ces remarques confirment effectivement qu'en fait les sportifs noirs étaient eux les premières victimes de la recherche du grand espoir blanc. Finalement, loin d'être ce Great White Hope, Larry Bird, de par sa rivalité sportive avec Magic Johnson notamment, aura contribué à apaiser les tensions raciales. Oui, Bird était un joueur blanc dans une ligue principalement noire, mais cela n'a jamais été un critère que pour les racistes. Larry Bird était un grand joueur de basket, Magic Johnson était un grand joueur de basket. Ces deux-là n'ont jamais fait de leur couleur de peau un sujet, en bien comme en mal. Le fait qu'ils se respectent et qu'ils étaient presque amis ont montré que deux joueurs qui n'avaient pas la même couleur de peau pouvaient atteindre les sommets, se partager les titres, sans se détester ou s'affronter au-delà du sport. Bird et Magic sont aussi pour ça l'incarnation de la grandeur dans le basket. Ils ont inspiré une génération, ils ont conquis les fans, ils ont surmonté les stéréotypes et toutes les critiques pour devenir des légendes du basket
tout simplement. Larry Bird est l'un des plus grands joueurs de l'histoire du basket, mais il n'a pas été ce Great White Hope, ce grand espoir blanc. La société cherchait un symbole dans sa lutte raciale, mais Bird l'a toujours refusé. Atteindre cette excellence, malgré ce fardeau qu'on lui a collé avant même ses premiers pas en NBA, montre à quel point Larry Bird est un joueur unique, important pour ce sport. Il ne voulait être jugé uniquement que comme un joueur de basket, ne voulait aucune étiquette, et on peut admirer sa réussite, lui qui restera l'un des tout meilleurs joueurs de l'histoire. Merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le faire découvrir à un proche et de lâcher vos 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est essentiel pour faire vivre ce podcast. À très bientôt pour un prochain épisode de Mémoire de Ballers.